se continue, qui ont voulu s'inscrire à cette nouvelle invitation qui part de notre unité des services aux visiteurs et des conférences du Parlement européen ici à Strasbourg. Vous le savez bien, nous sommes toujours en mode élection et parce que nous sommes un Parlement élu démocratiquement par un vote qui est individuel et secret et qui se produit tous les 5 ans. Alors, nous avons commencé à préparer les prochaines élections et nous avons décidé de faire ça à travers une application et tout ce qui dérive qui s'appelle Together EU. Notre travail consiste à instaurer une démarche participative ici dans notre communauté à Strasbourg, parce qu'il y a d'autres bureaux qui s'occupent, par exemple à Paris ou à Marseille, de faire la même chose, mais notre travail est radiqué ici, à Strasbourg, siège du Parlement européen. Et nous avons décidé d'appeler ça nos mardis strasbourgeois. Nous avons déjà fait pas mal. Je crois que oui, tout par là. Hein. C'est une chiffre intéressante. Nous avons eu des députés, nous avons eu des autres invités, représentants de la société civile, des associations. Bon, un choix très divers et qui, je pense, qui a servi pour commencer à constituer comme un stock de personnes qui sympathisent avec l'idée européenne et avec les valeurs européennes. En cette occasion, nous avons décidé d'inviter à ce mardi strasbourgeois de la fin du mois de juin au mouvement européen. C'est disons, une association qui jouit d'un prestige bien mérité partout en Europe. Ils sont des représentations dans tous les pays européens et au-delà aussi. Et nous avons 2 personnes qui, voilà, appartiennent à notre communauté strasbourgeoise. D'un côté, nous avons Andrea Carmen, qui est la présidente des Jeunes Européens Strasbourg. J'ai dit Carmen, mais c'est Carmen. Et nous avons aussi Hervé Moritz, qui est l'ancien président des Jeunes Européens France. Et nous avons invité les mouvements européens justement parce que le mois de mai, nous avons débuté la conférence pour le futur de l'Europe. Et cette association que nous avons avec nous aujourd'hui est décidément associée à ce débat qui va se prolonger encore assez longtemps. Et c'est une association que, espérons-le, va contribuer énormément à obtenir des résultats qui seront proches des envies des citoyens. Et de toute façon, c'est une excellente occasion pour écouter les jeunes, parce que les 2 personnes que nous avons avec nous, ce sont des jeunes et des représentants des jeunes. Et moi, je pense que c'est très intéressant de connaître son point de vue, de connaître ses souhaits et de connaître ses aspirations pour notre monde qui sera de nous tous, notre monde de demain et même d'aujourd'hui. Alors, vous savez que vous pouvez nous suivre via le Together EU, mais vous pouvez aussi nous suivre à travers Zoom, la plateforme Zoom. Et même si vous n'êtes pas connecté aujourd'hui par des multiples raisons qui me viennent à la tête, il y a toujours la possibilité de regarder cet événement demain via la plateforme YouTube, dans ce cas-là, parce que tout est enregistré. Nous sommes vraiment ravis d'avoir avec nous Hervé et Andrea, et nous espérons que
vous allez participer activement à travers vos questions et vos remarques. Et je passe la parole à celui qui va être notre modérateur, Evangelos Gintersos, qui va vous expliquer quels sont ses principes en tant que modérateur. Et voilà, Evangelos, c'est à toi. Merci, Rosa. Je n'ai pas de principe concernant les débats, quand même deux. Donc, je m'adresse aux participants. S'ils veulent poser une question après la présentation de Hervé et d'Andrea, ils peuvent le faire sans problème. Ah oui, on a des problèmes de... Ouais, c'est le temps. Oui. On a des problèmes techniques. Ah, moi, je l'éteins. On ne vous entend plus maintenant. Alors, vous m'entendez? Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je redis encore une fois, comme ça, les participants ils vont mieux comprendre. Alors, si, chers amis participants, vous voulez poser une question, si vous voulez prendre position sur ce qu'il va être dit, si vous voulez faire une remarque, si vous avez des observations sur l'avenir de l'Europe, comme je disais, il n'y a pas de principe ici. Il suffit de lever la main et de poser la question, soit par écrit, soit en levant les mains, comme je dis, et nous allons vous donner la parole. Juste une contrainte, cela dépend du temps que nous avons. Je prie aux participants de ne pas faire des questions, si possible, plus qu'une minute. Et en même temps, je prie à nos deux invités de ne pas répondre plus que 3 minutes. Si, évidemment, il n'y a pas de participants qui veulent poser des questions, bon, libre à nous. Et comme je dis souvent, nous ne sommes pas sur un plateau de télévision pour avoir des contraintes avec les réclames, les publicités, tout ce que vous voulez. Nous avons le temps et nous pouvons même, si cela ne vous dérange pas, après 18 heures, s'il y a un intérêt de prolonger de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, selon, après 19 heures, pardon, selon l'intérêt des participants. Voilà. À mon tour aussi, de remercier, sinon ce serait mal poli, Andrea et Hervé de bien vouloir participer à notre conférence. Je vous laisse la parole. On donne la parole d'abord à Andrea, qu'elle nous explique à nous tous, aux jeunes surtout, quelles sont ses actions, ses attentes, les droits des jeunes en Europe, tout ce que vous voulez. C'est libre à vous. Et ensuite, Hervé, en tant qu'ex-président France du mouvement jeune européen, il va compléter ou il va donner son avis, son expérience sur ce mouvement. Merci beaucoup. La parole Merci à vous. Merci à vous. Alors, très, très brièvement, moi, je préside la section strasbourgeoise des jeunes européens depuis 1 an et demi. La section strasbourgeoise est elle-même affiliée à la section nationale que Hervé a présidée il n'y a pas si longtemps que ça, qui elle-même est affiliée aux Jeunes Européens Europe. Donc, on est un réseau très vaste, comme vous l'avez rappelé en début de conférence, et on défend principalement tous les mêmes idées à différentes échelles. Et puis, parfois, il y a des idées qu'on a localement. Par exemple, les Jeunes Européens à Strasbourg, l'idée qu'on défend depuis quelque temps déjà, c'est le retour, on demande depuis quelque temps déjà le retour des sessions plénières au Parlement européen. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée des divergences d'idées qu'on peut défendre, tandis qu'au niveau national, au niveau européen et au niveau local, on défend toujours l'idée d'être une Europe fédéraliste à moyen terme, une Europe fédérale à moyen terme. Donc nous, on est une association transpartisane qui réunit tous les jeunes de 16 à 35 ans désireux de s'engager en Europe, et à ce titre, on fait aussi le lien entre le citoyen et l'Union européenne, l'Europe de manière plus générale. Donc la conférence sur l'avenir de l'Europe est nous, bien entendu, elle est très bienvenue pour nous.
Et bien entendu, on attend aussi de voir ce qu'on va faire de nos idées, puisque en 2018, lorsque le président Emmanuel Macron a lancé les consultations citoyennes, on a été très engagés sur le terrain. On a été une des associations qui, je pense, a proposé le plus d'idées, puisqu'on a fait le relais entre les citoyens et le gouvernement. On leur a posé des questions concrètes et on attend toujours de savoir comment les idées ont été et vont être utilisées. Donc voilà, si je peux donner comme propos introductif ça, nous, on fait toujours le lien, on l'a toujours fait depuis qu'on existe, à savoir depuis notre mouvement existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On fait toujours le lien entre les citoyens et les institutions. Nous, on attend de voir comment les institutions veulent utiliser nos idées. Je vais peut-être laisser la parole à Hervé maintenant, sans vouloir trop m'étaler, si tu veux prendre le relais sur ce que j'ai dit. Et puis ensuite, on pourra embrayer sur nos idées de manière plus concrète. Oui, merci beaucoup Andrea. Je voulais aussi vous remercier pour l'invitation à ce débat et à cette soirée pour partager voilà, nos observations aussi sur l'engagement des jeunes en Europe et les questions aussi qui passionnent les jeunes que ce soit sur l'Europe ou bien les questions sociétales qui existent beaucoup aujourd'hui en Europe avec des jeunes qui se mobilisent dans différents pays sur différents sujets. Et je pense que ça, c'était important de pouvoir en débattre et de pouvoir en discuter tous ensemble. Donc, en effet, comme l'a dit Andrea et nos hôtes, j'étais président des Jeunes Européens en France de 2017 à 2019. C'est pour un mandat de 2 ans. Et au niveau des Jeunes Européens en France, on a beaucoup travaillé. C'était une période assez particulière en France parce qu'en 2017, c'était l'arrivée du président Emmanuel Macron qui portait un certain nombre de propositions sur la question européenne. Et donc, nous, ça nous demandait aussi de nous adapter, de réfléchir à adapter nos propositions et aussi à ce qu'on pouvait essayer de porter dans le débat public en France, puisque c'était une question qui revenait dans le débat public. On reparlait à nouveau d'Europe. Et puis 2019, forcément, les élections européennes. Et nous, en tant qu'association transpartisane, on a monté une campagne pour inciter les jeunes à voter aux élections européennes. Et dans cette campagne, on était particulièrement investis pour aussi faire valoir les idées ou les thèmes qui passionnaient les jeunes dans cette campagne et essayer de faire en sorte que les listes en France, mais aussi ailleurs en Europe, tiennent compte de ces sujets qui passionnent les jeunes aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on avait voilà, travaillé à la fois à une campagne assez interactive, et puis on avait réfléchi aussi aux thématiques qui pouvaient concerner les jeunes grâce à une enquête. Peut-être je peux vous présenter déjà l'enquête et ça nous permettra de comprendre un peu mieux, voilà, prendre quelques minutes pour vous présenter une enquête qu'on a réalisée avec les jeunes européens en 2019. Et ça vous donnera peut-être des idées pour, en tout cas pour maintenant la conférence sur l'avenir de l'Europe, comment les jeunes peuvent s'engager, quelles sont les thématiques qui les intéressent particulièrement et comment on peut faire en sorte aussi que les jeunes s'investissent dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est vraiment une chance inouïe pour eux de faire entendre leur voix, mais aussi qui révèle que voilà, il y a peut-être peu de jeunes aussi qui savent que simplement ça existe, qui peuvent se rendre sur la plateforme, qui peuvent participer à des événements et qui peuvent donner leur avis sur des questions qui les passionnent. Donc, je vais peut-être vous partager juste mon écran pour vous présenter très rapidement une enquête que les jeunes Européens ont réalisée en 2019. Alors, pourquoi je vous présente cette enquête? C'est une enquête en fait, qui a été réalisée par un institut de sondage en France, donc qui est l'IFOP, et on l'a fait avec une association qui s'appelle l'ANASEJ et donc les jeunes Européens. On a commandé cette enquête. Pourquoi cette enquête elle est spéciale? Parce qu'en soi, vous vous dites, à chaque fois qu'il y a des enquêtes, de toute façon, on a l'avis des jeunes, etc. Et donc, pourquoi une enquête spéciale? En fait, si vous voulez, dans les enquêtes dont vous entendez parler régulièrement quand il y a des élections, les enquêtes sont faites sur un panel d'à peu près 1000 ou 1500 répondants, donc 1500 sondés.
Et ce sondage, il est général, sur une population générale, donc la population française, et on prend ensuite la répartition en tranches d'âge normales dans la population française. Et donc, ce qui se passe, quand par exemple, vous avez des chiffres qui sont extraits sur la jeunesse d'une enquête, souvent, c'est que l'échantillon jeune d'une enquête générale. Donc, quand on parle, par exemple, du taux de participation, dans les sondages, par exemple, du taux de participation des jeunes, en fait, c'est qu'une infime partie d'un échantillon qui est général. Et donc, dans ce cas-là, en fait, on a un échantillon qui est vraiment très petit de jeunes. Et donc, quand on étudie à travers des enquêtes générales le comportement des jeunes, en fait, on peut tirer très peu de conclusions parce qu'en fait, l'échantillon est beaucoup trop petit pour tirer des conclusions intéressantes. Et donc, ce qu'on voulait proposer à l'IFOP, c'était de faire une enquête plus complète et qui ne concerne que les jeunes, pour le coup, et donc de permettre ainsi de consulter vraiment les jeunes de 18 à 25 ans de manière assez importante et sur différentes questions. Alors, bien sûr, on les a consultés sur leurs intentions de vote pour les élections européennes. Ça, je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ce soir. On avait aussi quelque chose sur le niveau d'information sur les élections européennes qu'ils avaient pu avoir. Il faut s'imaginer qu'on était à moins d'un mois des élections européennes. Donc, c'était quand même une enquête qui est sortie, voilà, qui a été réalisée fin avril pour des élections qui avaient lieu le 25 mai. Et donc, ça, je ne vais pas non plus revenir dessus. Par contre, les deux éléments qui sont intéressants pour nous ce soir, peut-être, c'est la question de ce qui fait en sorte que les jeunes participent aux élections européennes, donc ce qui fait peut-être qui les intéresse en tout cas, ce qui change ce qui sont les déterminants de la participation des jeunes, alors que ce soit aux élections européennes, mais aussi à d'autres événements ou à d'autres temps de participation, comme la conférence sur l'avenir de l'Europe. Ça, c'est un point qui nous intéresse. Et ensuite, c'est les thématiques aussi qui intéressent les jeunes. Voilà, quand on parle d'Europe, c'est quoi, à quoi ils associent l'Europe, etc. Et donc, ça m'intéressait de pouvoir peut-être vous présenter ça ce soir pour que ça puisse un peu orienter notre débat. Donc, sur la question des déterminants du vote, on leur avait posé la question, voilà, quelles sont vos préoccupations majeures? Et ce qui d'ailleurs est très intéressant, c'est qu'à mon avis, ces préoccupations n'ont pas vraiment changé en 2021. Donc, les préoccupations majeures des jeunes qui ont été consultés, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, après la crise du Covid-19, c'est des préoccupations qui sont probablement encore plus renforcées aujourd'hui. Il y avait la question de la santé, la question de l'éducation et de la formation, et puis la question de l'environnement, vous le voyez, qui arrive juste après. Donc voilà, ça c'est des thématiques, des sujets qui intéressent beaucoup et qui préoccupent les jeunes. Peut-être ça c'était sur un autre point, je passe un petit peu, ça c'était sur les questions d'information, comment ils s'informaient, parce qu'on essaie aussi de tester le comportement des jeunes, comment ils s'informent dans des élections, etc. Voilà. Donc ça, vous avez les thématiques, les grandes thématiques qui intéressent les jeunes dans le débat public. La deuxième chose, c'était la question du sentiment d'information sur l'Union européenne. Est-ce qu'ils se sentent bien informés? Est-ce qu'ils ont les codes de cette élection? Et là, par exemple, de la conférence sur l'avenir de l'Europe, est-ce qu'ils connaissent les institutions? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire, etc. Ce qu'on voyait, c'était que la grande majorité des jeunes de 18 à 25 ans en France s'estiment très mal informés sur les questions européennes. Voilà. Là, il y a 70% à peu près de personnes qui s'estiment mal informées sur l'Union européenne, sur ses institutions, comment ça fonctionne, etc. Donc déjà, il y a une question rien que d'éducation qui se pose déjà. Et puis, ensuite, on leur avait posé des questions pour savoir ce qu'ils connaissaient, etc., de l'Union européenne, les institutions. Et aussi, on leur avait par exemple demandé, et vous le voyez sur l'écran, il y avait une des questions, c'était pour vous, l'Union européenne, elle peut agir ou pas. Et donc là, on voit aussi que, vous voyez, tout à l'heure, on a vu les préoccupations des jeunes. Et ensuite, il y a la question de les jeunes, mais en fait, est-ce qu'ils savent vraiment ce que fait l'Europe? Parce que finalement, l'Europe, elle fait un certain nombre de choses, mais pour ces jeunes qui sont en plus assez mal informés,
est-ce qu'ils connaissent vraiment les compétences de l'Union européenne? Est-ce qu'ils connaissent tout simplement les politiques que met en place l'Union européenne? Et là, on le voyait bien. Alors, il y a sur certaines thématiques, ils connaissent bien. Par exemple, la pollution ou la question de la protection de la vie privée, des données personnelles. Donc, sur les questions, par exemple, de numérique, d'environnement, ils sont assez conscients du rôle de l'Union européenne. Par contre, dans d'autres domaines, et d'ailleurs, ça peut être assez étonnant. Par exemple, on avait mis les tarifs de forfait de téléphone et on sait que l'Union européenne, avec la suppression du roaming, avait agi sur ces tarifs, etc. Bah, par exemple, ça, les jeunes, ils ne le savent absolument pas. Enfin, ils n'ont pas du tout fait le lien. Et donc voilà, ça montre aussi la perception qu'ont les jeunes de l'Union européenne et des politiques de l'Union européenne. Et donc peut-être là, on avait aussi posé peut-être une dernière question qu'on voit et après on clôture sur la question de l'enquête, mais on avait cherché à montrer, enfin à demander aux jeunes finalement quels sont pour eux les sujets ou les domaines dans lesquels l'Union européenne doit agir, et puis à l'inverse, quels sont les domaines dans lesquels plutôt ils verraient le niveau national, l'État national agir. Et donc là, on voit, par exemple, les jeunes, ils trouvent pertinent que l'Union européenne s'engage pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique, sur les questions de politique étrangère, d'immigration, de défense, du numérique. Et après, on voit que ça décroît bien plus. Et donc finalement, il y a certaines questions, par exemple, où ils se disent, bah, finalement, ce n'est pas vraiment l'Union européenne qui doit y répondre, mais plutôt le côté national. Par exemple, l'un des trucs un peu rigolos, c'est que vous voyez par exemple l'agriculture, alors que c'est une politique majeure de l'Union européenne, et ça depuis le début, eh ben, vous voyez que les jeunes sont plutôt partagés. Ils ne sont pas forcément à dire que ça doit être une politique au niveau européen. Donc, vous voyez un petit peu les résultats de cette enquête. Ensuite, la dernière chose qu'on avait demandé, et ça, je pense que c'est intéressant aussi, et ça pose la question finalement des jeunes en fait, qui sont concernés par l'Europe. La dernière question qu'on leur avait demandé, c'est est-ce qu'ils avaient déjà bénéficié d'un dispositif mis en place notamment par l'Union européenne. Donc, on avait demandé notamment sur les questions de mobilité, etc. Et en fait, ce qu'on voyait, et ça, c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est-à-dire que finalement, on parle beaucoup du programme Erasmus, qui est assez développé. C'est vrai qu'il reste accessible où il y a un certain nombre de jeunes qui peuvent y participer, mais ce n'est pas non plus la majorité de la population jeune qui y participe. Et donc, finalement, quel est leur rapport à l'Europe? Et alors, ce qui était très rigolo peut-être dans l'enquête, c'est que finalement, l'un des premiers rapports à l'Europe pour eux, en tout cas en termes de mobilité et de découverte d'un autre pays européen, finalement, c'était plutôt les voyages scolaires. Parce que beaucoup d'entre eux, enfin plus de la moitié, ont fait en fait des voyages scolaires dans d'autres pays d'Europe, et finalement, c'est leur première aussi porte d'entrée ou découverte, en tout cas, de l'Europe. Donc voilà, je vais vous présenter juste rapidement cette enquête. L'idée, c'était de pouvoir ouvrir le débat avec vous sur les préoccupations des jeunes, vous l'avez vu, donc des préoccupations qu'on retrouve facilement aujourd'hui, l'emploi, la question du pouvoir d'achat, mais aussi la question de l'environnement. Et puis aussi de remarquer à quel point ben, voilà, les jeunes ont une perception de l'Europe qui est pas forcément celle qu'on a quand on connaît bien les institutions européennes. Donc vous avez vu hein, les politiques qu'ils pensent, enfin, auxquels ils pensent, ou les domaines d'action de l'Union européenne auxquels ils pensent, donc plutôt numérique, l'environnement, mais par contre, ils voient beaucoup moins l'Union européenne sur certaines autres thématiques qui paraît voilà, beaucoup plus invisible pour eux. Certaines politiques sont peut-être plus invisibles aussi pour eux. Ils ont du mal à associer l'Union européenne à certains domaines. Et donc voilà, et donc ça nous permet peut-être d'ouvrir le débat et de pouvoir aussi discuter finalement de quelles sont les préoccupations des jeunes et surtout dans ce contexte de la conférence sur l'avenir de l'Europe, comment on les fait participer et puis voilà, sur quelles thématiques peut-être les jeunes auraient envie de s'engager dans cette conférence. On a des problèmes. Oui, alors
merci beaucoup, Hervé. Est-ce que Andrea veut compléter, comme il l'avait dit tout à l'heure, quand il a clôturé? Pas vraiment compliqué, puisque ce qu'a dit Hervé était très clair, et vraiment merci d'avoir parlé de cette étude. Moi, si je peux rajouter peut-être des idées sur ce qu'on pense au sein des jeunes Européens sur certaines thématiques, je peux le faire vraiment très rapidement. Donc, au niveau des jeunes Européens, on a un organe qui s'appelle la Commission politique, qui est l'organe de réflexion politique de l'association. Et donc, on réunit tous nos adhérents autour de la table, si je peux dire ça comme ça. Bon, c'est une table virtuelle, mais on les réunit quand même. Et on les invite à réfléchir sur diverses questions d'actualité. Récemment, par exemple, on a écrit une résolution appelant la création d'une véritable politique de santé européenne. On a réfléchi à tous les niveaux, donc au niveau local, européen et international, pour avoir une vraie politique de santé européenne, donc à l'intérieur de l'Europe, mais aussi l'Europe en tant qu'acteur de la santé mondiale. Donc, on se retrouve entre nous, on réfléchit, et puis on organise nos idées, en fait, sous la forme de résolutions politiques. Et ces résolutions, en fait, elles servent un peu de passeport aux membres du bureau national, donc notamment Hervé quand il était président, pour qu'ensuite, lorsqu'il est lui-même interrogé par des décideurs sur notre avis en tant qu'association sur certains sujets, ben, on regarde dans notre livre de résolution politique ce qu'on a comme opinion. Donc, à ce titre, on a par exemple, lors de la campagne des européennes, on a écrit nos 20 idées pour changer l'Europe, pour l'Europe de demain. Si vous êtes intéressé, je peux mettre le lien dans la conversation, il pourra vous être envoyé plus loin. On a aussi, je vais mettre le lien d'ailleurs vers les résolutions politiques de manière générale, comme ça vous pourrez voir un peu le tout. Et par rapport à nos idées principales pour une Europe plus solidaire et plus juste, on en a beaucoup. Mais l'idée principale, je pense, c'est d'enlever un peu le filtre étatique, le filtre que les États peuvent constituer parfois, voire même souvent, entre nous et l'Europe. Et ce filtre-là passe par exemple par le mécanisme de l'article 7 du traité de l'Union européenne. Et en fait, on demande à ce que ce mécanisme soit modifié pour qu'il n'y ait plus un État qui soutienne un autre État lorsque celui-ci se rend coupable de violation des droits de l'homme, par exemple, et des libertés fondamentales. Puisqu'au final, les victimes, ce sont les citoyens des États violateurs. Et on voudrait que ce mécanisme change, en fait, que les États n'aient plus le dernier mot. Et toujours dans cette optique-là, on demande à ce que le Parlement européen ait aussi l'initiative législative, qu'il n'ait plus à attendre que les autres le fassent pour qu'ils puissent se prononcer sur une loi, et qu'il n'ait plus à s'appuyer sur seulement des résolutions lorsqu'il a envie de faire un peu bouger les choses. Enfin, je ne vais pas faire toutes nos idées. Vous pourrez les retrouver sur notre livre des résolutions politiques. Bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, on se prononce énormément sur le pacte vert européen. On a écrit une résolution en ce sens aussi. On a demandé certaines choses, notamment le financement. Avoir une vraie source de financement. On l'a écrite quand on n'y avait pas encore le coronavirus, donc on ne s'attendait pas à avoir une telle révolution financière, fiscale européenne. Donc, on est très heureux de voir ce qui se passe. On espère que ça perdurera. Mais une idée principale à retenir sur nos idées, si je puis dire, c'est qu'on aimerait que le jeune soit beaucoup plus mis au milieu et que l'État soit consulté davantage. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'on serait beaucoup plus à l'aise aussi de répondre à vos questions plutôt que de discuter comme ça et de présenter nos idées. Donc, n'hésitez pas. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Andrea. Alors, je reprends le flambeau et je répète ce qu'il vient de dire Andrea. Avez-vous des questions? C'est l'occasion de parler entre vous, entre jeunes, concernant l'avenir de l'Europe et votre avenir. C'est ce que Alors, le souci, si je puis me permettre, c'est que Rosa et vous avez votre micro allumé en même temps. Donc, peut-être, dès que l'un finit de parler, qu'on puisse éteindre le micro, comme ça, il n'y a plus d'écho, si jamais. Donc, le temps. Alors, je ne sais pas si je me suis fait attendre. Oui, il y a des problèmes aujourd'hui. Moi, je ne vois pas l'écran, mais ce n'est pas grave. Je vous vois sur l'écran de Rosa. Je m'adresse toujours aux participants. Si vous voulez
poser des questions à Andrea, à Hervé, ou même prendre position, faire des remarques sur l'avenir de l'Europe. Les jeunes, c'est le moment. Parce que je dirais tout simplement, il ne faut pas se plaindre après en disant « Ah, nous sommes mal informés ». C'est le moment de vous informer en tant que jeune concernant l'Europe. Je vois quelqu'un, Céline veut poser une question? Non? Non, ce n'est pas ça. Alors, Je peux? oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Allez-y. Allez-y. Alors, bonjour à tous. Merci de nous avoir invités. C'est une très bonne occasion, particulièrement par les jeunes, d'exprimer leurs opinions sur l'avenir de l'Europe parce que, en tout cas, les jeunes sont le futur de l'Europe. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Mihorne Becile. J'ai 21 ans. Je viens de Kosovo, un petit pays au Balkan. J'étudie langue et littérature française à l'université Hassan Pristina à Pristina, au Kosovo. Mais dans le futur, je planifie, mon rêve, c'est de devenir une diplomate parce que déjà, je suis une jeune ambassadrice de Fédération universelle de paix avec une CELI en Suisse. Merci à tous. Donc, et ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui pourrait aider à créer une Europe plus développée, plus inclusive, c'est l'intégration des pays qui ne font pas encore partie de l'Union européenne. Donc, c'est une grosse obstacle, c'est une grosse barrière donc pour ce pays, surtout quand on parle des jeunes qui, par exemple, ne peuvent pas aller étudier partout en Europe pour faire ses études ou bien par exemple, de faire un stage, de participer dans une organisation ou bien particulièrement justement de faire partie partout des activités qui organisent donc l'Union européenne ou d'autres choses. Comme un exemple concret, on a le pays d'où je viens, donc c'est Kosovo. Kosovo fait partie des rares, des peu pays européens des Balkans qui n'ont pas encore le droit des visas. Et ça, vraiment, ça nous empêche. C'est vraiment une barrière pour les jeunes de Kosovo. Par exemple, d'aller partout en Europe, de faire ses études. On exceptionnait les programmes Erasmus. Et voilà. Donc, on sait que Kosovo et Serbia, donc, ils ont un conflit, en disant, qu'ils doivent le normaliser les relations bilatérales, diplomatiques et tout ça. Mais bien sûr, pour aller étudier à l'étranger, avec leur réussite, on a des jeunes kosovars. Donc, la plupart de la population kosovare sont les jeunes. Et donc, ça, c'est l'avenir de Kosovo. Et voilà, ça pourrait bien sûr aider l'Europe, bien sûr, pour une très grande, comment dire, une ressource grande une richesse. Donc, c'est une richesse. Cela aiderait bien sûr dans le développement des politiques communes, politiques communes plus durables dans l'ensemble de l'Europe. Parce que si on aurait les visas, on pourrait par exemple se réunir en disant à Paris ou bien en Espagne ou partout, par exemple de faire un forum ou une organisation de
de diplomatie en disant culturelle, ce qui concerne sur l'environnement et tout ça. Donc, ça pourrait, ou bien de technologie et de digitalisme, parce que Kosovo, même si on est un pays en transition, on a vraiment en tente de développer donc, ces programmes qui sont d'une avenir de l'Europe. Voilà. Merci, merci Mikana. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette intervention et cet amour pour l'Europe. Je dirais malheureusement, pas seulement pour vous, la jeune, mais malheureusement pour Kosovo, il y a, vous venez de le dire, de conflits régionaux, notamment avec la Serbie. Mais sachez tout de même, et vous le savez, que l'Union européenne n'est pas là pour résoudre les conflits entre pays qui ne sont même pas membres de l'Union européenne, mais ils sont là. L'Union européenne est là pour faire pression sur les deux parties qui ont des conflits sans prendre position. Concernant Kosovo et la Serbie, vous savez sans doute que l'Union européenne empêche l'accès de la Serbie à l'Union européenne s'il ne résout pas le problème avec ses voisins. Alors, j'aimerais vous remercier quand même. Oui, j'aimerais vous remercier pour d'avoir participé à cette réflexion de l'avenir de l'Europe. Merci et puis bon courage aussi. Hein, et bonne chance pour devenir diplomate. Mais moi, j'aimerais vous dire que vous allez devenir député européen, mademoiselle. Merci beaucoup. J'espère. Je travaille toujours sur ça. Merci. Bien, bien. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui. Lars Grignon. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ok, bon, oui. Bonjour tout le monde et puis bonjour. Peut-être que te souviens-tu de moi, j'étais aux Jeunes Européens de Paris Université. Oui, je voulais justement vous poser cette question, c'est comment voulez-vous qu'on ait justement une Europe qui soit beaucoup plus démocratique si on essaie à chaque fois de détruire tout sentiment national et tout sentiment identitaire? Puisque si on n'a pas, qu'est-ce qui fait justement qu'on peut vivre dans une démocratie? C'est qu'on a des nations, qu'on a des gens justement qui sont capables de payer des impôts pour d'autres personnes qui ne connaissent pas parce qu'ils appartiennent justement au même peuple, ou même pire que cela, justement envoyer leurs fils au front après pour défendre des terres qu'ils n'ont pas directement leur propre département, leur propre commune. Et par rapport à cela, je pense que ça, c'est un des gros problèmes justement qu'on a aujourd'hui dans l'Union européenne et sur lesquels il va falloir qu'on travaille énormément. C'est cette question identitaire. Parce que si jamais on ne fait pas ça, l'Europe, justement, aujourd'hui, va s'écrouler. Enfin, le projet européen tel qu'il existe aujourd'hui, surtout que sur de nombreux aspects, on a l'impression qu'on vire de plus en plus vers une sorte de dictature progressiste. Permettez-moi ce terme, mais moi qui suis aussi polonais, donc je suis français, polonais, allemand, j'ai les 3 nationalités. Et du coup, justement, je vois justement à Paris l'image que l'on a de l'Europe et de l'Union européenne, et en Pologne, l'image aussi que l'on a. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus en Pologne un parallèle entre ce qu'on avait dans le bloc communiste, où on avait une union justement d'États, des institutions qui s'appuyaient sur une idéologie, qui se servaient justement du système juridique pour appuyer une idéologie. Et c'est ça, justement, et je pense que ça, c'est quelque chose. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et si vous ne pensez pas que ça risque d'être aussi grandement préjudiciable pour la suite. Merci. Moi, merci pour ta question. Avant de te répondre, je n'ai pas très bien compris le sens d'identitaire. Est-ce que tu voulais dire identité nationale ou identité européenne? Alors, identité, disons que je considère nation. Déjà, on a créé des nations au 19e siècle. Bon, la nation française a été créée déjà, était plus vieille. C'était justement ceux qui étaient contre les Anglais d'une certaine manière. Mais disons que pour moi, je considère qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à créer une nation européenne. Un peu comme les Allemands. Les Allemands, après justement, la défaite napoléonienne et puis pendant tout le 19e siècle, on a fondé justement une nation, on a réussi justement à faire vivre ensemble sous une même entité politique des Bavarois avec des Saxons et des Westphaliens. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse exactement la même chose au niveau européen. Si on ne fait pas cela, de toute façon, ça ne marchera jamais. On n'aura jamais une Europe démocratique.
si je peux essayer de donner un bout de réponse, en tout cas, mon avis, je ne veux pas engager, bien entendu, l'association dans ce que je dis. Hervé, tu pourras compléter après. Euh, sans forcément rentrer dans les détails et parler d'histoire ou quoi, juste, enfin, la devise de l'Union européenne, c'est unie dans la diversité. Et le but, c'est d'avoir toute la diversité européenne qui est représentée, donc toujours avoir de la culture locale. Et je pense que c'est ce qui fait, bien Il y a un cheval, je crois. Non. c'est ce qui fait notre richesse. Après, je pense qu'on l'a vu aussi dans le sondage, le sentiment européen ne vient que s'il y a aussi une connaissance de l'Europe et de l'Union européenne. Donc, on se sent européen quand on sait quel service peut nous rendre l'Europe et pourquoi l'Europe est là et qu'est-ce qu'elle fait pour nous tous les jours. Je pense que les Polonais, quand ils disent que c'était peut-être mieux avant sous le communisme, c'est parce qu'ils avaient une meilleure connaissance de ce que Non, on dit faisait. pas qu'ils étaient... Mais, Pardon, quand ils comparent en tout cas la situation, c'est qu'ils savent en fait ce qu'il y avait aussi avant. Et oui, parfois, on ne peut pas avoir ce pouvoir de comparaison parce qu'on n'a pas les connaissances. Donc, certains peuvent aussi utiliser cette comparaison en méconnaissance de cause, en se disant c'était mieux avant, parce qu'ils ne savent pas forcément, déjà peut-être qu'ils n'ont pas forcément, je parle des jeunes en tout cas, et ils n'ont pas forcément vécu le avant. Et puis, quand ils vivent le maintenant, ils ne savent pas forcément quels sont les avantages dans lesquels ils vivent. Bien entendu qu'il faut promouvoir un sentiment européen, il faut se sentir européen, et il faut avant tout savoir ce que ça veut dire être européen, ce que ça veut dire être citoyen européen, quels sont nos droits en tant que citoyen européen, quels sont nos devoirs aussi finalement, parce qu'on oublie souvent qu'on a aussi des devoirs en tant que citoyen européen. Et je pense que voilà, je pense que le message va aussi passer avec la nouvelle commission, avec cette création de nouveaux portefeuilles sur le mode de vie européen, si je ne me trompe pas. Donc, c'était demander qu'est-ce que ça veut dire. Et on ne sait toujours pas, parce que je crois qu'il ne s'est rien passé depuis. Mais je pense que le mode de vie européen, c'est notre diversité. Il faut la cultiver et aussi se rendre compte de ce que ça veut dire l'Europe aujourd'hui. bien entendu. Bah, quand je parlais de nation, je ne pense pas genre, à uniformiser complètement, justement, bah, et de supprimer toute la diversité culturelle que l'on a en Europe. Au contraire, il faut la chérir au maximum. Mais c'est pour cette raison que je ne pense pas à une nation sur un modèle français, hein, mais plus sur un modèle du sang fédéral, bah, un peu justement comme en Allemagne, où chaque région garde quand même sa propre identité. Bon, après, évidemment, ils ont une même langue avec des dialectes différents, même si aujourd'hui ils se gomment. Mais c'est une chose justement aujourd'hui, il va falloir trouver un équilibre, disons. Tout à fait. Très bien. Oui, Lars, si je peux me permettre, tu es l'exemple d'un Européen, toi. Ah bah oui, mais moi, par exemple, mes parents se sont rencontrés, c'est marrant, c'est 3 mois après la chute de l'Union soviétique et sur le rideau de fer, donc, puisque mon père est militaire, justement, et on fermait un radar français et ma mère venait de fuir le bloc de l'Est. Donc... Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'est très bien. Et il y a encore, est-ce que Hervé veut compléter sur cette question de Lars? Allez-y. Je voulais bien, mais je voulais aussi réagir à la remarque de Mihan du Kosovo, parce que je pense que c'est une question qui est aussi intéressante. Et puis après, je réagirai à la question de Lars, peut-être, mais je voulais juste signaler, parce que c'est vrai qu'on parle de la conférence sur l'avenir de l'Europe et on parle de la question des Balkans occidentaux, je pourrais dire, qui était dans le débat aussi en ce moment, et de la question de l'intégration des Balkans occidentaux. Déjà, je voulais préciser que nous, en tant que jeunes Européens, on est une association qui est engagée depuis de nombreuses années pour l'intégration des Balkans occidentaux à l'Union européenne, et notamment aussi parce qu'on a des sections qui sont présentes dans les Balkans occidentaux. On a des sections qui existent dans les différents pays des Balkans. Et d'ailleurs, je pense qu'on est l'une des principales organisations de jeunesse transnationales, si on veut, qui a d'ailleurs, et c'était un peu il y a quelques années, une singularité de l'association, qui a à la fois une section au Kosovo et une section en Serbie qui font des choses ensemble et qui coopèrent avec d'autres sections dans les Balkans, mais qui sont capables d'être autour de la table, de réfléchir ensemble à un avenir commun, peut-être au sein de l'Union européenne. Et donc ça, c'est aussi, je pense, l'une des forces de notre association. Ce que je voulais dire simplement, c'est que c'est
très, c'est très intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris que la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe est ouverte. Donc même en tant que citoyenne kosovare, enfin voilà, même si on n'est pas citoyen de l'Union européenne, on peut y participer. Donc j'ai envie d'encourager, moi, les jeunes qui viennent de ces pays, des Balkans ou d'autres pays candidats, à participer à eux aussi, en fait, à cette conférence sur l'avenir de l'Europe, de pouvoir dire ce qu'ils ont envie pour l'Europe et dans quelle Europe ils ont envie enfin, à quelle Europe ils ont envie de participer, dans quelle Europe ils veulent entrer à l'avenir. Et surtout aussi dire que voilà, il y a un certain nombre d'organisations de la société civile. Alors nous, les jeunes Européens, c'est le cas au niveau européen. Il y a d'autres organisations aussi qui ont des sections dans les pays des Balkans occidentaux et qui participent pleinement à la conférence sur l'avenir de l'Europe en tant que représentants de la société civile. Et donc, ils sont aussi là pour porter l'avis de ces jeunes qui sont voilà, dans des pays qui ne sont pas de l'Union européenne mais voilà, qui ont aussi un avis sur l'avenir de l'Europe. Et en ça, voilà, nos associations y participent. Donc ça, c'était pour Mihan. Et juste pour Lars, peut-être, alors c'est un débat qui est vieux comme le monde, enfin comme l'Europe, peut-être. La question de l'opposition entre l'Europe et les nations. Et moi, en tant qu'historien, pour le coup, parce que je fais des études en histoire, euh, c'est une question qui revient régulièrement. Simplement, je voulais juste dire, bon, déjà, dans l'histoire de l'Europe, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, je pense que la question de l'Europe contre les nations enfin, voilà, ne se pose plus vraiment. Au final, enfin, l'Europe ne va pas effacer les nations comme on pensait peut-être après la Seconde Guerre mondiale, où certains des pères et des mères fondateurs de l'Europe qui étaient présents et imaginaient créer une Europe sans les États-nations qui s'étaient fait la guerre. Et donc, pour ne plus faire la guerre, il fallait effacer ces États-nations. Ça, c'est une idée, bien sûr, après la guerre qui était très, très importante en Europe et qui a beaucoup aidé à la construction européenne. Mais voilà, aujourd'hui, c'est peut-être une idée qui n'est plus vraiment en place. Parce que voilà, on sait très bien que bah, voilà, les États-nations sont là, ils perdurent, y compris après la Seconde Guerre mondiale. Et donc la question, c'est plutôt de savoir comment on construit l'Europe avec les États nationaux et pas contre les États nationaux. Ensuite, je voulais juste dire, peut-être si ça t'intéresse, que l'idée de la nation peut-être européenne, ou cette question de l'identité européenne, c'est une vieille question aussi. Parce que peut-être en tant qu'Allemand d'ailleurs, tu sauras que enfin, les Allemands connaissent bien le discours à la nation allemande au début du 19e siècle de Fichte, qui est un discours. Et ben, il y a un auteur qui a écrit exactement la même chose pour l'Europe dans les années 30, qui s'appelle Julien Benda, et qui écrit un discours à la nation européenne. Et donc, il se pose la question de savoir ce serait quoi une nation européenne, etc. Et simplement pour dire que oui, c'est une question qui a été posée par le passé et qui s'est vite heurtée à des problématiques, parce que finalement, est-ce qu'il est vraiment souhaitable qu'on ait une nation européenne, je veux dire par là peut-être à ce qu'on voit comme image de nation un peu guerrière, qui se bat contre d'autres nations dans le monde ou super-nations dans le monde, c'est peut-être pas vraiment ce qui est souhaitable. Donc, enfin, ce que j'ai envie de dire et ce qui est aussi quelque chose qui fait partie de l'identité de nos mouvements, c'est plutôt de penser l'idée d'une identité européenne qui reste enfin, assez ouverte. André, elle a dit qui est beaucoup sur la question de la diversité, forcément de ce que chacun vient avec sa culture et son identité, mais aussi une identité qui est assez plurielle. Et aujourd'hui, je pense surtout que les jeunes se reconnaissent dans des identités qui sont très plurielles. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est bien sûr, un jeune, il peut se sentir français, il peut se sentir européen, mais il peut aussi se sentir appartenir à une communauté qui dépasse complètement. Il peut se sentir appartenir, je ne sais pas moi, aux militants pour le climat parce qu'il a marché, il a fait des marches pour le climat et il y en a partout dans le monde et il se sent membre de cette communauté, ça fait partie de son identité. Ou bien il est membre enfin, je sais pas, il est homosexuel ou il est trans et donc il se sent appartenir à la communauté LGBT et ça, c'est une communauté mondiale et
avec un drapeau, avec des valeurs aussi. Et donc, finalement, c'est ça aussi. L'identité, elle est multiple chez les personnes et chez les individus. Et ces identités, elles transcendent bien souvent aussi la question de la nation. C'est-à-dire, on n'est pas, je sais pas, on n'appartient pas à la communauté LGBT juste dans son pays. On se sent forcément concerné par ce qui se passe dans d'autres pays. On le voit bien en Europe. Et on le voit bien aussi dans le monde. Donc, ce que j'ai envie plutôt de prôner, c'est plutôt que d'essayer de construire une nation européenne, c'est plutôt d'essayer de penser une identité européenne qui est assez ouverte et peut-être d'imaginer quelque chose qui est plus, enfin, voilà, qui transcende aussi les différents pays et sur quoi on peut se retrouver. Moi, j'aimerais juste rappeler que le Parlement européen, c'est aussi un Parlement qui s'engage beaucoup pour la démocratie mondiale, si on veut, c'est-à-dire aussi pour la réforme de l'ONU. Et une ONU qui pourrait avoir un parlement, par exemple, qui pourrait reconnaître une sorte de citoyenneté mondiale. Et donc là, ça veut dire aussi quelque chose qui dépasse ce cadre des nations. Et c'est un vieux combat aussi du Parlement, de nos mouvements. Et voilà, enfin, moi, je plutôt eu envie de dire soyons cosmopolites et voilà, soyons fiers de nos identités plurielles. Merci Hervé, merci de nous avoir appris aussi une chose que notre ami kosovar devrait être contente. J'ai appris que vous avez une section au Kosovo et même section, une section en Serbie, et ces deux sections travaillent ensemble. Alors, moralité, il ne faut pas attendre toujours des décisions qui viennent du haut. Alors, vous, nous, les associations peuvent prendre des initiatives pour arriver à des résultats. Et cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une occasion. Alors, merci encore pour ces éclaircissements. J'ai une question, une main qui est levée, Lola Pérez. Lola, la parole est à toi. Oui, merci, bonjour. Donc, ma question était la suivante. Compte tenu des informations révélées par votre enquête que vous nous avez présentée, d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour cette présentation. J'aimerais savoir si vous aviez des suggestions sur comment faire vivre cette plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe par les jeunes, c'est-à-dire comment réussir peut-être des idées d'action. Alors, j'attends pas une réponse magique parce que je pense pas qu'il y en ait, mais peut-être une idée d'orientation sur comment les jeunes pourraient s'impliquer sur cette plateforme. Vas-y Hervé, si tu veux répondre sur les idées, puis après je pourrais parler vite fait du WIFED. Ouais, super. Donc, comment faire en sorte que les jeunes s'impliquent sur cette plateforme et notamment dans la conférence, peut-être plus généralement? Bon, c'est une question assez complexe parce que si on avait la réponse, on serait les rois du pétrole. Je pense que c'est vraiment la question que toutes les institutions européennes se posent en ce moment. Et on l'a vu même en France, nous, là, avec les dernières élections qu'on a eues départementales, régionales, avec un taux de participation très, très faible, on est en train de se demander comment on peut faire en sorte que les personnes s'intéressent à peut-être la politique ou à l'Europe, bien sûr, mais voilà, tout simplement à la chose publique. Moi, peut-être déjà une première chose, et on l'a vu dans l'enquête, je pense que la question, c'est la question de l'information. Enfin, déjà, ça, c'est toujours une problématique de l'Union européenne, aussi une problématique que le Parlement connaît bien. La question de comment on fait passer cette information, comment on fait en sorte que on sache que cette conférence, elle existe, que les jeunes puissent y participer, etc. Et moi, je crois assez bien sûr, à la fois, il peut y avoir de la communication presse ou je ne sais quoi, mais je pense que pour que les jeunes participent, il faut parfois être accompagné. Donc, bon, il existe des associations comme les Jeunes Européens, mais il y a aussi plein d'associations en France ou ailleurs en Europe qui travaillent avec des jeunes, qui ne sont pas forcément des associations qui parlent d'Europe tout le temps. Mais je pense que c'est aussi ce type d'association de jeunesse sur différentes thématiques. C'est ces associations-là qu'on doit sensibiliser et auxquelles on doit dire, mais en fait, vous travaillez avec des jeunes, par exemple, vous travaillez sur la question du climat,
venez, il y a une conférence qui est ouverte au niveau européen, venez donner vos idées sur cette question qui vous intéresse beaucoup. Et c'est ça, en fait, moi, peut-être qui m'intéresse plus, c'est-à-dire qu'on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique ou, par exemple, ne s'intéressent pas à l'Europe. Alors, c'est peut-être vrai, ils ne s'intéressent pas à l'Europe et comment elle fonctionne, etc. Et puis, ça ressemble un peu à leur cours de géographie ou d'histoire. Et donc, peut-être ça les passionne moins. Mais par contre, les jeunes, ils s'intéressent à certains enjeux. Enfin, on l'a vu, ils s'intéressent à l'emploi, à leur pouvoir d'achat, ils s'intéressent au climat, enfin, à l'environnement, ils s'intéressent au numérique. Donc voilà, c'est autant de questions qui les passionnent. Et en fait, il faut pouvoir leur dire en fait, que s'ils ont un avis là-dessus, cet avis, il a sa place sur la plateforme de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et ça, je pense que c'est très important. Donc ça, c'est vraiment la question voilà, d'aller chercher les jeunes par des thèmes plutôt que par simplement quelque chose de leur dire, voilà, il y a une plateforme qui est ouverte et voilà. Et miser aussi sur la question peut-être voilà, des partenaires, des associations qui pourraient être partenaires de ces organisations qui accueillent des jeunes. Enfin voilà, ça peut être plein d'associations, hein, je ne sais pas moi, les scouts, ça peut être le centre aéré, ça peut être aussi à l'école, pourquoi pas, imaginons une classe qui participe, etc. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant et qui voilà, peut faire peut-être progresser un peu la question de la participation à cette conférence sur l'avenir de l'Europe. Après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que je pense que c'est très important de peut-être politiser un peu plus l'Europe. Et je pense que ce qui est intéressant avec le Parlement européen, c'est que c'est une institution qui est politique aussi. Et donc, il y a du débat. Et de montrer aussi que la conférence sur l'avenir de l'Europe, ben, c'est du débat aussi, hein. Il y a des jeunes qui n'ont pas les mêmes idées. Et l'idée, c'est qu'ils puissent tous se retrouver aussi sur cette plateforme, faire des propositions. Ils peuvent débattre. J'ai vu que ça, c'était super sur la plateforme, de pouvoir commenter et d'avoir des traductions en temps réel qui permet de débattre même dans plusieurs langues. Donc, c'est aussi l'idée de dire, ben voilà, l'Europe, elle est politique. Vous avez, vous, une idée de l'Europe. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a une autre idée de l'Europe. Venez en débattre sur la plateforme. Et je pense que ça renforce aussi, ça renforce l'Europe finalement parce qu'on montre que ce n'est pas juste un objet qui est déjà défini et puis tout est fait et puis il n'y a plus rien à faire. Au contraire, tout est à faire, où tout est ouvert, enfin, le débat est ouvert sur tout. Donc, n'hésitez pas voilà, à participer à la conférence. Et ça, je pense que c'est important. Peut-être la dernière chose aussi, c'est la question de l'après-conférence. Et ça, je pense que André l'a dit tout à l'heure sur les consultations citoyennes qui avaient été lancées à l'époque. Et je partage voilà, son avis sur ces consultations. Peut-être ce qui manque et ce qu'il faut faire attention, c'est que si on ouvre un temps de participation citoyenne, un temps comme la conférence sur l'avenir de l'Europe, il faut des résultats après. On ne peut pas demander aux gens de participer et puis à la fin, on fait un joli rapport et puis le rapport, il traîne sur un bureau et à la fin, personne n'a fait rien ou les institutions européennes disent oui, bon, on prend peut-être une ou deux idées et puis voilà. Non, il faut qu'à la fin, il puisse y avoir des résultats et qu'on puisse voir ces résultats. Et ça, je pense que c'est très important parce que souvent, les gens sont déçus et ils n'ont pas envie de participer parce qu'ils se disent, mais en fait, ça ne sert à rien, ça va être encore un rapport qui ne comptera pas, ou on ne va pas nous écouter, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est aussi montrer que leur parole a un effet. Et ça, c'est très important. Et ça, pour le coup, la balle est aussi dans le camp des trois institutions européennes qui gèrent la conférence. C'est à elles de montrer qu'à la fin de ce processus-là, il y aura des résultats, il y aura des engagements des institutions et qu'elles seront au rendez-vous voilà, pour mettre en place les politiques publiques que les Européens veulent. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Hervé. Et pour rebondir là-dessus très brièvement, il y a plusieurs choses qui ont manqué ou qui manquent pour l'instant au niveau de ce dispositif. C'est déjà qu'on a perdu un an. C'est finalement que sur un an aussi. Et surtout qu'on ne sait pas encore, on ne nous a pas clairement dit ce qu'on va faire. Donc on s'engage dans quelque chose, mais on ne sait pas exactement dans quoi. Donc nous, associations, aussi porteuses d'idées,
Dès le départ, d'ailleurs décembre 2019, dès le lancement, dès la communication de tout ça, on s'est réunis avec d'autres associations pour, même au niveau européen, communiquer dessus et demander des vrais changements, une vraie prise de responsabilité et du courage politique. Donc, si les citoyens unanimement ou à la majorité demandent un changement des traités, bah, qu'on s'y mette et qu'on le fasse. Et en fait, aujourd'hui, on se lance dans quelque chose, on ne dit pas exactement ce sur quoi ça va aboutir. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les consultations publiques qu'on fait lorsqu'il y a des projets d'aménagement du territoire, par exemple. On consulte les riverains. Et une des clés dans la procédure de consultation, c'est l'information. Et dire aux gens, en fait, ce qu'on va faire avec ça. Et avec la consultation du public. Et souvent, en fait, on dit, on vous consulte, on prend votre avis, on vous écoute, on le note. Mais par contre, on peut ne pas en tenir compte. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque. En tout cas, c'est plein de promesses. Je ne veux pas être négative. Bien entendu, c'est super qu'on l'organise. La plateforme est magique. C'est incroyable avoir une intelligence artificielle qui traduise des choses en simultané, qui nous permettent vraiment l'interaction. Et là, pour venir sur la plateforme en elle-même, c'est pas un mouvement naturel de se connecter tous les matins. Au lieu de lire son journal, on prend son café et puis on chatte sur la plateforme, etc. Peu de citoyens le font. Il y en a qui le font et c'est super d'en avoir. Et je pense qu'en tant qu'association qui s'occupe aussi de la démocratie européenne qui fait le lien, c'est à nous en fait de faire ce travail. Et de récolter l'avis des citoyens de manière un peu dévoilée, par exemple en organisant des simulations d'événements. Là, en l'occurrence, je vais vous donner un exemple concret. Du 14 au 19 juin, on était 100 jeunes venus de toute l'Europe pour simuler un modèle d'Europe fédérale imaginé il y a 4 ans. Et le thème était le Green Deal. Et du coup, il y a eu 3 textes qui ont été adoptés par des jeunes qui ont joué le jeu de représentants européens dans un contexte fédéral. Mais il y a des idées concrètes qui sont sorties de tout ça, avec une législation. Et donc, c'est à nous, après, de prendre ces idées et de les mettre dans la plateforme. Parce qu'au final, ça reste des idées de jeunes. Et ce n'est pas ces jeunes-là, peut-être qu'ils ne se connecteront jamais à la plateforme futureeuropa.eu, alors même qu'on leur en a parlé pendant le WIFED, alors même qu'ils sont venus devant le Parlement européen pour le lancement officiel de la plénière de la conférence sur l'avenir de l'Union. Alors même qu'ils ont fait tout ça, ça se trouve, ils ne vont jamais se connecter sur la plateforme. Donc, c'est à nous de prendre leurs idées et de les mettre dedans, de dire que ce sont les idées des jeunes, qu'on les a consultées pour ça. Ce n'est peut-être pas la recette magique, mais c'est une solution peut-être, une des solutions en tout cas. Merci beaucoup Andrea. On ne pourrait pas mieux expliquer cette plateforme et juste compléter ce que vous venez de dire. Cette plateforme existe en 24 langues, s'il vous plaît. Donc, il n'y a pas de barrière de langue, donc il n'y a pas d'excuse. Avant de clôturer, nous avons une question sur le chat. Donc, il faut la poser quand même à nos deux invités. S'il y a un qui répond pour clôturer le plus tôt possible, ça serait bien. Alors, la question vient de Christiane. Quels sont les efforts de l'Union européenne pour mieux informer les jeunes sur les activités dans les différents rayons, je pense dans les différents domaines, mais pour montrer l'importance des engagements déjà existants? Hervé, tu veux répondre ou tu veux que je le fasse? Ben, je peux faire vite et puis tu complètes comme ça. Alors, je pense que bon, il y a plusieurs actions qui sont mises en place pour informer les jeunes tout de même. Je le disais tout à l'heure, l'Union européenne, elle met quand même en place un certain nombre de choses. Il y a notamment pour que les organisations de jeunesse participent, il y a un dialogue constant entre la société civile organisée de jeunes. Par exemple, vous connaissez peut-être le Forum européen de la jeunesse. Voilà, il y a aussi des déclinaisons au niveau national et donc toutes ces associations-là, elles entendent parler de l'Europe, elles savent ce que fait l'Europe et donc elles transmettent aussi à ces jeunes, aux jeunes qu'elles encadrent, ce que fait l'Europe et elle leur permet de participer. Donc, je crois beaucoup en l'éducation populaire. Forcément, il y a l'école qui a sa part aussi dans l'éducation sur les questions de citoyenneté européenne et d'expliquer ce que fait l'Europe. L'école le fait. Il y a des associations comme les Jeunes Européens et Andrea pourrait largement témoigner qui interviennent aussi dans les écoles pour aider les enseignants à parler d'Europe et à parler de la citoyenneté européenne. Donc là, se mobilise. Je sais que le Parlement a aussi son programme Euroscola et qui fait venir des lycéens
toute l'Europe au Parlement pour qu'ils découvrent l'institution et aussi ce que fait l'Europe, comment elle fonctionne. Donc voilà, il y a des actions de pédagogie, ça c'est sûr. Et ça, c'est très bien, je pense, et il faut pouvoir les multiplier. Et je pense que surtout, la diversité des actions fait la force des actions. Il ne faut pas vouloir venir avec le même programme pour tous les jeunes et on va juste faire tant et tant d'heures à l'école, mais il faut faire quelque chose de diversifié. Il faut que les jeunes entendent parler de l'Europe lors de différents moments. Ça peut être dans leur formation, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi dans leurs activités sportives. Par exemple, je ne sais pas, leur club de foot, il fait un tournoi avec d'autres clubs de l'autre côté de la frontière, par exemple, un tournoi transfrontalier, et c'est financé par le fonds Interreg, et donc c'est l'Europe, et donc j'en apprends un peu plus sur l'Europe parce que je fais du foot dans un club qui est impliqué dans un projet européen. Donc c'est à ça que, par exemple, que je crois, c'est vraiment, il faut pouvoir avoir un peu d'Europe partout, et pas vouloir faire l'Europe d'un coup, par exemple, à l'école. Et je pense que c'est peut-être la première étape d'information pour qu'ensuite les jeunes participent, et notamment à la conférence sur l'avenir de l'Europe. C'est sûr que quand on est informé, c'est quand même plus facile de participer. Merci Hervé. Avec 2-3 mots, Andrea, pour compléter, pour finir avec cette conférence. Vraiment très très rapidement pour parler d'Europe au quotidien. De la même manière qu'on aide les professeurs à en parler en intervenant, on aide aussi les maires des villes à ramener l'Europe à l'échelle municipale avec l'outil La Belle Ville Européenne que j'ai mis à discussion. Si vous voulez regarder ce que c'est, je ne vais pas davantage rentrer dans les détails, mais on aide en fait les maires et les municipalités, si je puis dire ça comme ça, à avoir plusieurs actions diverses et variées pour mettre un peu plus d'Europe dans le quotidien des jeunes et des moins jeunes. Parfait. Merci beaucoup, les amis. Et comment dire? Que le meilleur gagne. Bien, merci beaucoup. Merci Hervé, merci Andrea et à tous ceux qui ont participé. À très bientôt à tous. Merci à vous, merci aux participants et à bientôt lors d'événements qu'on organisera. Merci beaucoup. Bon, merci et puis à la prochaine fois. Merci beaucoup. À la prochaine, salut, bonne soirée. À la prochaine. Salut, à la prochaine.